Ça marche. Ok, bah bonjour Anne-Louise. Bonjour, ça va? Bienvenue dans cette interview. Merci à toi de nous accorder cette interview. J'étais Avec choqué il y a plaisir. 2 secondes par tous les flots et tout derrière toi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a, Ouais, ouais, c'est... il y a même sur l'étagère, il y a les médailles qui pendent et tout. Bravo. Merci. Du coup, donc, petite interview. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, puis après, je te poserai quelques Ok, questions. J'ai aucune note. Genre, on va vraiment faire ça dans le flow, dans l'instinct. ok, Puis comme ça, on est en libre. Donc je pense qu'on va en avoir pour une demi-heure, 40 minutes grand maximum. De toute façon, après Zoom va couper. Donc bah vas-y, je te ouais. laisse Ok, te présenter. Juste avant, je vais épingler les deux trucs parce que ce serait mieux pour le montage. Je peux pas épingler? Bah, ajouter l'épingle. Ah voilà, nickel. Let's go. ok. Bah, je m'appelle Louise Bertaille, je suis cavalière de haut niveau en dressage actuellement. Je reviens des championnats d'Europe jeunes cavaliers de Budapest. Je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans. Mes parents sont pas professionnels, mais on a un grand jardin et du coup, on a toujours eu les chevaux à la maison. Même si on n'a pas d'installation pour les monter sur place, on a des box et des paddocks qu'il suffit à les avoir. Et du coup, on va dans un centre équestre à côté chez Frédéric de Romblay pour les travailler. Donc, ça a toujours été ma passion, un peu comme une évidence. Depuis que je suis née, je suis à cheval sur des Shetland, puis des poneys, euh, beaucoup de poneys et chevaux qu'on nous a confiés. Et puis, je voulais faire du CSO, comme beaucoup de personnes, je pense. J'ai commencé en club, le club du coin aussi, pour prendre des cours. Et un jour, j'ai eu un poney qu'on m'a confié et je voulais sauter avec, sauf que bah, il était trop compliqué. On faisait refus sur refus, il m'embarquait, impossible de le gérer. J'avais pas assez de force, pas assez de technique. J'avais quoi, 9 ans, je pense. Et du coup, on a dû se mettre au dressage, qui est la discipline de mes deux parents. Les chevaux qu'ils avaient à la maison, c'était aussi des chevaux de dressage. Et il se trouve que j'ai bien aimé la première année. On est sorti en Asponie, non, en poney 1, pardon. Mais c'est l'équivalent de la poney elite, je crois, maintenant. Et on est au championnat de France et on est médaillé au championnat de France, ce qui était un petit peu inespéré. J'avoue qu'on y allait Déjà à juste l'époque. pour s'amuser. Ouais, voilà, c'était en 2016, on y allait juste pour l'expérience. Et puis le rêve, c'était plus de faire un top 10 que réellement une médaille. Donc on s'y attendait pas du tout. Et on était vraiment très contents. Et de là, on a continué. J'ai fait les Asponéens l'année d'après. Et j'ai pu reprendre quand même un peu en parallèle le CSO. C'est vrai que j'ai quand même une discipline que j'aime bien. Et ma coach nous a confié un cheval compliqué, Sergio LH, en 2000, fin 2017, peut-être début 2018, ou fin 2018, bon, par là. Donc toi, t'avais quel âge à ce Et moment-là? oh là, quand on l'a eu, je devais avoir 11 ans, du coup, je pense. Ok, ouais, donc t'étais au collège, t'étais jeune encore. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était bah, Sergio, le cheval avec qui j'ai fait mes premiers championnats d'Europe. Il a été accidenté à 2 ans. Il a sauté dans un camion au retour du débourrage et il est resté comme ça, ouais, dans le col de scie. Et du coup, là, ça, c'est son genou hein, à l'intérieur. Ici, il avait une énorme boule parce qu'il s'est déchiré toute la gaine musculo-tendineuse. Il a dû rester 2 ans au box, enfin, assez horrible. Mais ils l'ont quand même sauvé. Et puis, il avait sûrement eu peut-être une petite fracture du garrot aussi, quelques complications. Donc, c'était une propriétaire qui le confiait à ma coach et qui a fini par lui donner. Et à 9 ans, donc il était toujours pas vraiment débourré, un petit peu travaillé, mais il faisait rien. Enfin, il savait à peine faire les 3 allures correctement, sans se défendre, parce qu'en plus, un petit con quand même, fallait le dire. Un peu un caractère de cochon, même s'il finissait par donner les choses, il voulait pas trop y aller. Et puis je pense qu'il avait des souvenirs de douleur en plus. Donc on l'a récupéré à 9 ans. Ma mère a fait 6 mois debout dessus, a essayé de le remettre en confiance et tout ça. Et puis j'ai été sélectionnée à un stage de détection fin 2018 avec mon poney. Parce que tu sais, quand on commence à s'approcher des épreuves des championnats d'Europe, donc en poney, c'est les acélites, les sélectionneurs, ils commencent à regarder un petit peu en dessous, donc souvent à 5, voire peut-être des poneys élites. S'il y en a quelques-uns qui font des résultats réguliers, qui tournent souvent, donc on était plusieurs. Et ma coach a dit, bah, faut que tu prennes Sergio parce que le poney, on sait qu'il sera jamais prêt pour les acélites. Enfin, il était prêt, il savait les faire, mais il n'avait pas le niveau, pas les allures, pas le physique. Il était mignon, mon poney, mais c'était pas une star non plus. Et du coup, on a amené Sergio. J'avoue que les 2 premiers mois, j'ai pleuré. Je voulais pas monter dessus. Et il me faisait toutes les misères du monde. Et on a été au stage, on a réussi à rien faire. Mais la sélectionneuse a vu que le cheval est de la qualité. Et du coup, un an après,
enfin, j'ai commencé à sortir et un an après, en 2019, on était à notre premier championnat d'Europe, donc assez inespéré. Et c'est de là que tout a commencé. Incroyable. Et du coup, après, ça s'est enchaîné. Tu as repris du coup un cheval? Ouais, bah j'ai eu entre-temps Mandrake, un vieux cheval d'attelage qu'on m'avait confié, qui était pas très bon dans les allures, mais qui était très savant. Donc j'ai fait les speedruns en parallèle de Sergio aussi, qui continue les speedruns. Et on est allé jusqu'au Saint-Georges ensemble sur l'amateur élite, pas en jeune, hein, parce que il avait pas le niveau pour. Et là, en 2000, fin 2021, ma coach m'a confié son cheval de compétition, Vivaldi. Et depuis, on a fait 3 championnats d'Europe ensemble. C'est le B? Donc, non, c'est l'Alzan. Le B, c'est celui de ma mère. C'est Ok. le seul qui nous appartient. Ok. Donc, ouais, donc tu commences à Shetland et tout. Tu commences à quel âge du coup? Je suis toujours fait, mais on va dire les 3 4 ans que j'ai commencé à aller un peu sûrement au poney club et à prendre des cours, etc., quoi. Donc, tu as commencé en centre équestre? Ouais, j'ai commencé au poney club d'à côté. Ok. Et du coup, après, du coup, tu as quitté le centre équestre et tu as eu tes chevaux chez toi et tu les amènes travailler dans une structure pas loin. C'est ça? Alors, les chevaux ont toujours été à la maison, hein. Quand Ok. j'allais en centre équestre, c'était plus pour apprendre parce que c'était plus simple. Et puis pour l'ambiance aussi générale, être avec des copains quand t'as 4 5 ans, monter tout seul chez toi avec tes parents, Hmm. plus compliqué. Et puis après, j'amenais mes chevaux au centre équestre. Donc comme on fait là pour aller chez Frédéric, j'allais au poney club avec mes chevaux 1 fois par semaine. Et puis je prenais le cours avec les cavaliers de mon niveau. Et j'ai fait la mode comme ça une fois quand même en CSO. Je devais avoir 8 ans avec une poney de Camargue qui m'appartenait pas d'ailleurs, qui était anciennement à nous, mais qu'on a vendu et les propriétaires nous l'ont confié après pour que je puisse sortir un petit peu en concours avec. Ok, du coup, donc c'est un peu le destin qui t'a amené sur le dressage finalement. Oui, après, mes parents avaient que des chevaux de dressage, alors pas des Ok. bons. Ma mère a fait le Grand Prix avec un petit Lipizan qu'elle avait acheté à 2 ans parce qu'elle le trouvait mignon. Et c'était surtout que mon père est plutôt dans le classique, le dressage vraiment classique à l'ancienne. Et ma mère, un peu de tout. Mais du coup, comme mon père faisait du dressage, elle a fini par s'y mettre. Elle a voulu faire de la compétition. Elle avait un pur sang, un Lipizan à la maison. Mon père a dit, t'as ça, tu fais de la compète. Et donc, comme on n'avait pas de chevaux de CSO et que mon cheval était compliqué, que mes 2 parents faisaient déjà du dressage, bah, ça s'est fait assez naturellement. Je suis allée vers le dressage, quoi. Ok. Et donc là, t'as quel âge? T'as maintenant 17 ans, je crois, c'est ça, 18? Ouais, je prends 18 en septembre. Ok, ouais. T'es vierge du coup, signe astrologique. Ok. Du coup, donc là, t'es encore au lycée? Je viens de quitter le lycée, je viens de passer mon bac et je rentre en école d'ingénieur en septembre. Ok. Et comment est-ce que tu as géré? Parce que là, du coup, tu étais au niveau, à un très haut niveau. Comment est-ce que tu as géré ça avec les cours? Tu étais en sport-études? Comment tu avais un peu aménagé? Comment est-ce que tu as géré tout ça? Non, non, j'ai lycée général, section européenne, donc classe tout à fait normale. Euh, j'ai suivi les cours, j'étais en spé maths physique. Après, c'est vrai que j'ai quand même un statut de sportif de haut niveau qui me permet de m'absenter très facilement et sans que ça fasse d'histoire au lycée. Hmm. Donc, j'ai raté plus de 200 heures de cours cette année, hein, on va pas se mentir, ça fait un petit peu beaucoup. Mais ça m'a pas empêché. Du coup, tu disais, ouais, tu as loupé 200, c'est bon, c'est revenu, tu as 200 heures de cours que tu as loupé. Ouais, j'ai loupé 200 heures de cours. Je suis dispensée de sport, donc j'ai pareil 2 heures en moins dans la semaine. Ouais. Et puis après, honnêtement, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail. C'est des journées tous les jours, même les week-ends, entre 8 et Ouais. 12 heures de travail. Enfin, si on compte les choses dans le travail, hein, bien sûr. On va travailler 12 heures de cours et faire les choix après. Et C'est un petit peu impossible, mais tu es beaucoup en déplacement, si j'imagine, tu bouges beaucoup, non? ouais, ouais, ouais. Bah, les compétitions, et puis aller chez ma coach, Odile Van Dorm, celle qui me confie mes chevaux, parce qu'elle est à 2 heures d'ici. Donc, Ok. faut y aller, quoi. Tu vas, mais du coup, donc l'écurie qui est près de chez toi, c'est pas pareil que là où il y a ta coach. Non, l'écurie où on travaille, alors c'est Frédéric de Romblay, c'est aussi celui qui me coach quand je fais du CSO, mais c'est pas mon coach de dressage. L'écurie où on va, c'est juste des installations pour nous qui nous permettent de travailler, ce qui est déjà bien, parce que sinon on pourrait pas. Et ma coach, Odile Van Dorm, elle est à Rambouillet, et donc c'est la propriétaire des chevaux, et c'est celle qui me coach 1 à 2 fois par mois. On va chez elle en week-end. Là, par exemple, pendant les vacances d'été, je vais essayer de faire 2 semaines de stage chez elle.
Euh, mais voilà, donc on peut pas, je l'ai pas tous les jours, je l'ai pas au quotidien. Ouais. C'est quand on va chez elle en stage, quoi. Ouais, donc en gros, j'imagine, c'est tu vas, tu travailles, elle te donne certains conseils, tu les travailles toi en Ouais, individu de ton côté, et tu reviens prendre l'information. Ok. Ok. ouais, voilà, Comment c'est est-ce ça. que à ton âge, à 17 ans, on gère ça, on gère le haut niveau? Parce que j'imagine que tu as commencé jeune, mais tu vois, c'est parfois quand on est. Alors, je parle pas forcément maintenant et tout, on voit que tu as confiance dans ce que tu fais et tout, mais peut-être plus dans la période où tu étais au collège et tout, et peut-être au début du lycée, où on n'a pas forcément, les gens n'ont pas forcément confiance en eux. Comment est-ce que toi, tu gérais tout ça? Comment est-ce que tu gérais la pression des concours, la pression des résultats? Bah, ça a été toujours avant tout un plaisir. Jamais été forcée ou quoi que ce soit. Donc déjà, j'ai pas la pression de mes parents de ce côté-là. Ça a été ma décision. C'est vrai que Ok. ma mère, quand on a commencé à faire plus de concours, elle m'a dit, écoute, si tu veux faire du haut niveau, si tu veux qu'on y aille, il va falloir que tu réfléchisses parce que si on se lance dedans, bah, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment un investissement à 500% de tout l'entourage. Donc, va falloir se louper. Si tu veux le faire, va falloir y réfléchir et le faire à fond. Il va pas être question de faire à moitié, de dire oh là j'ai un peu la flemme, oh j'ai pas envie de m'en occuper ou pas envie de faire. Et j'ai mis près de 6 mois à réfléchir. Et puis un jour, je suis allée la voir et j'ai dit bah je vais faire du haut niveau. Et elle a dit ok bah on se lance. Et du coup depuis ce moment-là, j'ai pas lâché. Après au collège, c'est vrai que je pouvais pas monter autant que ce que je montais aujourd'hui. C'est compliqué quand j'étais plus jeune. Quand tu rentres des cours à 17h, tu es fatigué, te dire j'ai 3 poneys à monter. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient, mais c'est vrai que quand c'est au quotidien, ça fait Hmm. beaucoup. Et donc mon père m'aidait, mon père montait les chevaux, ma mère aussi, elle m'aidait, donc j'avais un petit peu moins de travail à ce moment-là. Mais c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, j'arrive à me gérer à 100%, à gérer mes programmes, à gérer mes chevaux toute seule. Donc ça commence à rentrer. Et puis plus j'en fais et plus j'ai envie d'en faire, quoi. C'est quoi qui t'a fait, du coup, tu m'as dit que tu as mis 6 mois à prendre la décision. Qu'est-ce qui t'a fait pencher pour OK, j'y vais? Je saurais plus trop te dire. C'est vrai que j'étais jeune, hein, j'avais 10 11 ans quand j'ai pris cette décision. Donc je Ah ne me souviens ouais. pas vraiment de comment ça s'est déroulé. Mais je dirais que j'ai toujours eu un esprit de compétition. Euh, Ma mère est aussi assez dure dans le mental. Et donc je pense qu'elle m'a transmis ça. Et donc au final, ça s'est passé naturellement. J'ai dû réfléchir au fait que les contraintes qu'il y allait avoir, l'investissement que ça allait donner, est-ce que j'en avais vraiment envie. Puis je me suis lancée, j'ai dit, bah écoute, ça a l'air de bien se passer, j'ai envie de faire ça, quoi. Ok, super. Et donc là, en ce moment, tu as combien de chevaux à monter tous les jours? Bah là, on a un peu fait le tri à la maison, donc il n'y en a plus que deux. Il y a Vivaldi et Holbein. Il faut savoir qu'on en est jusqu'à 11 à la maison. Pas tous à nous, hein. Mais donc là, c'est vrai que c'est un petit peu vide. Mais cette année, j'en avais trois parce que j'avais encore Sergio et puis après, j'ai eu un petit pur sang en valorisation. Donc globalement trois, sachant que ma mère, quand elle a le temps, mais elle travaille beaucoup, elle monte le sien. Donc allez, deux et demi à gérer à 100%. Ok, ok. Bah, c'est intéressant tout ce que tu nous dis. Toi, personnellement, ce serait quoi, genre, tes objectifs sur le moyen terme, sur le long terme, sur le très long terme? Comment est-ce que tu te projettes par rapport à tout ça? Bah, pour Que le ce moment, soit c'est encore un petit peu sportivement difficile. ou que ce soit sportivement ou même professionnellement, par exemple, parce que tu me dis que tu veux partir dans une école d'ingénieur, donc comment est-ce que tu vas faire pour les deux? Est-ce que tu vas faire un choix? Est-ce que plus tard tu dois peut-être être cavalière professionnelle et du coup faire que la valorisation? Comment est-ce que tu te projettes par rapport à tout ça? Bah alors, je rentre en école d'ingénieur parce que j'avais les capacités de le faire et je trouve ça bête de ne pas tenter. C'est toujours une expérience. On apprend beaucoup de choses, surtout d'avoir quand même des cours de commerce, etc., ce que je voulais. Donc j'y vais. Il faut savoir que je rentre en sport élite. Donc j'aurai des aménagements si je décide de continuer après le premier semestre. Ils peuvent allonger mes études pour que ce soit plus simple. Ils sont vraiment tournés sur les sportifs de haut niveau, donc ça c'est cool. Ok. Après, sur le long terme, si j'ai mon diplôme et une fois que je l'ai, je suis pas sûre réellement de vouloir faire ingénieur. C'est vrai qu'au fond de moi, j'aimerais bien être cavalière pro, mais je veux une sortie de secours. Puis je veux développer des nouvelles capacités, parce que faire du commerce de chevaux, ça s'invente pas non plus. Savoir gérer une écurie, ça ne s'invente pas. Alors même si c'est pas des études qui sont destinées à donner ça, ça donne quand même des notions assez similaires et qui nous permettent de mieux s'en sortir après. Donc le diplôme roue de secours, vraiment. Et puis après, on verra. Ça se trouve, ça me plaira et je continuerai quand même à être ingénieur, je sais pas, à mi-temps. Et puis j'aurai les chevaux de l'autre côté. Mais je compte pas arrêter, enfin en tout cas pas pour le moment, arrêter de monter à cheval et faire totalement autre chose. Ok. Ok, ouais, donc c'est plus en mode ton premier objectif reste vraiment dans les chevaux et ça c'est plus au cas où. Mhm. Ok. Ouais, c'est ça.
Ok, je vois. Est-ce qu'il y a des moments dans lesquels tu as douté un peu, tu t'es dit, voilà, c'est compliqué, est-ce que je vais vraiment y arriver? Et est-ce que tu as eu des phases comme ça? Et si oui, comment est-ce que t'es passé outre, au-dessus du coup? Bah, des phases où c'est compliqué, où on a envie d'abandonner, surtout quand on récupère des chevaux compliqués, qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens que toutes les personnes avec lesquelles on tourne à haut niveau. Mais ça, c'est le problème qu'ont plein d'autres cavaliers, hein, même ceux qui sont en club, ceux qui sont amateurs, qui disent ah ouais, mais lui, la chance qu'il a, il a les entraîneurs, il a les chevaux. Moi, j'aimerais bien avoir pareil. Ça, je pense que beaucoup de personnes y sont confrontées, et même les plus grands, hein, ils veulent toujours plus. Ils disent ah ouais, mais lui, il a le meilleur cheval, il a celui de Charles Dujardin ou quoi. Moi, je l'ai pas, alors qu'il en a déjà beaucoup. Donc, c'est compliqué à gérer, mais il faut toujours prendre du recul. Honnêtement, ça revient. Après, j'ai jamais eu vraiment de moment où je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'arrêter de monter à cheval? Ça m'a jamais traversé l'idée, enfin l'esprit. Mais donc voilà, des moments difficiles, oui, il y en a toujours, hein, des moments où on n'y arrive plus à cheval, qu'on a l'impression d'être nul, enfin, c'est toutes les semaines, mais je pense qu'il faut apprendre à gérer ces moments d'échec, parce que avec l'expérience, on apprend que derrière, c'est toujours mieux. Quand on est dans une phase très difficile avec un cheval, qu'on a l'impression de ne plus savoir rien faire, qu'on n'est plus ensemble dans le couple et tout ça, et qu'on arrive à surmonter cette phase, derrière, en principe, on passe un cap qui est énorme. Ouais, c'est un peu, en gros, ça nous forge quelque part, en fait. Ouais, c'est ça, je pense. Ok. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir dans l'équitation, dans tout ce que tu as vécu? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Si tu devrais en retenir Ouais, un ça vraiment qui t'a dépend. marqué. Bah, je dirais ma première médaille au championnat de France, que ça marque un peu le début de tout. C'était quelque chose d'inespéré. Maintenant, c'est vrai, quand on est sur un championnat de France, on a des objectifs. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. Et ça marque tout le début. C'était le poney de ma vie. C'était la médaille qui marquera peut-être le début d'une carrière professionnelle, en fin de compte. Donc, C'est la je dirais médaille que ça. tu voulais faire un top 10 de base et t'as gagné, c'est ça? Ouais, Ok, c'est ça. Enfin, j'ai pas gagné, hein, je suis médaille de bronze. ok. Bah, c'est Mais déjà bien. c'était quand même un. Ouais, ouais, c'était déjà un podium inespéré. On était super contents. Là, tu reviens des championnats d'Europe. Il y a eu un petit problème physique au niveau du cheval, de ce que tu Ouais. m'avais dit malheureusement. Toi, maintenant, donc sportivement, c'est quoi tes projets? Jusque où tu vas aller? C'est quoi la prochaine étape? Vas-y, on t'écoute. Bah, là, je pense pas qu'on va faire les championnats de France parce qu'on va laisser le temps au cheval de récupérer, même s'il va très bien, mais on veut surtout passer un cap. Donc, ça fait un moment qu'on en parle. C'est vrai que depuis que j'ai le cheval, 2 mois après que je l'ai eu, on était déjà au championnat d'Europe, ce qui était génial. Mais du coup, on n'a pas eu de phase où, par exemple, pendant 6 7 mois, on n'avait pas du tout de compétition pour apprendre à aller plus au fond des bases et pas juste dérouler des reprises ou faire des exercices ou améliorer la forme, on va dire, pour la reprise. Donc là, on voudrait pouvoir prendre le temps de se concentrer sur le fond. Donc, petite pause hivernale. Euh, Après, peut-être que je ferai un ou deux concours dans l'hiver. Ça, c'est pas encore décidé, décembre, février ou autre. Mais petite pause, surtout que comme je rentre en école d'ingénieur, partir au championnat de France en octobre, je sais pas trop comment ça se fera parce que le premier semestre, il n'y aura pas d'aménagement. Parce que la personne qui gère les sportifs, elle a envie qu'on s'intègre vraiment comme les autres. Donc on va voir. Et puis après, l'année prochaine, j'espère pouvoir refaire les championnats d'Europe en jeune cap. C'est l'objectif pour le moment. Ok, donc là, ça serait avec le cheval de ta coach, du coup, que tu as confié, enfin, que tu as Ouais, trouvé. Vivaldi, c'est ça, toujours le même Ouais. Lausanne. Ok, et donc ça, c'est lui qui est blessé, du coup. Il est pas du tout blessé, hein. Il est Oui, pas enfin, du tout blessé, il va bien. Il a juste eu une petite difficulté dans son dos en arrivant sur les championnats d'Europe. dû à Donc quoi, du coup? là, faut qu'il récupère. On pense que c'est un petit peu dû au transport. Alors, il a une petite faiblesse hein, que tout le monde connaît, qu'il a toujours eu, mais pour peu, tu sais qu'il est mal mis ses postérieurs dans le transport, il s'est un petit peu bloqué, il arrive un peu raide sur le concours, on s'en rend pas forcément compte tout de suite parce que ça se voit pas, même s'il y a le veto, etc. Il va très bien, il boite pas, il trotte bien, mais du coup, il est gêné. Donc, sur la reprise, bah, les mouvements, Ouais. ils passent moins bien. Les changements de pied dans le dos, il n'arrive pas bien à transmettre. Sur certains moments, limite, il veut pas répondre à la demande parce qu'il sait plus comment faire. Donc Petite gêne, en là, fait. ça fait déjà une semaine qu'il est. Ouais, ça fait déjà une semaine qu'il est au repos. Enfin, repos. Moi, j'appelle repos, ça s'appelle faire des balades et de la longe parce que laisser un cheval abandonné dans un pré une semaine alors qu'il fait de la compète, c'est un petit peu bête, mais non, non, bah là, tout ça est très en forme, hein. Là, il voulait pas partir au galop à gauche au championnat d'Europe. Hmm.
alors qu'il ne l'a jamais fait. Là, j'arrive en balade, il part au galop à gauche, ligne droite, sans problème, hein. Il part, il est content, il joue, il va bien, mais on va reprendre le temps quand même de remettre les bases et puis de consolider cette fragilité pour pas refaire les mêmes erreurs l'année prochaine et de voir aussi comment on pourra améliorer son transport. On a pensé, on avait avec notre veto à le mettre en stall. Tu sais, j'ai un camion stall, mais du coup, mon cheval voyageait à gauche et il Ok. veut écarter son postérieur gauche. Donc, je pense qu'on va mettre le bas-flanc au fond et le mettre en boxe détaché, qu'il Hmm. puisse mieux baisser la tête et qu'il puisse vraiment stabiliser ses postérieurs comme il le sent. Voilà, bon, c'est une erreur qu'on a fait pour ces championnats, c'est une erreur qu'on ne fera pas pour les prochains. Bon, il y aura sûrement d'autres erreurs, hein, on en fait tout le temps, mais voilà. Donc ça ira bien, il va bien, il n'y a pas de souci. Beaucoup de maturité quand même dans tout ce que tu dis. Merci. Ce cheval-là, du coup, tu as tout fait dessus, quasiment. Non, non, je l'ai récupéré, il faisait Pro 2 avec ma coach. Il faut savoir que c'est un cheval difficile. Il était en vente pendant longtemps et Difficile dans quel il n'a jamais sens? été vendu. Il est difficile dans le sens qu'il est déjà très inconfortable. C'est un chat, mais du coup, tout bouge dans tous les sens. Il est très vite dégingandé et pour réussir à le tonifier un petit peu, c'est compliqué. Mais une fois qu'il est tonique, qu'il est là, c'est vraiment un chat extraordinaire. J'ai encore du mal à le faire. Il a mis plus de 3 ans à comprendre comment il fonctionnait. Donc, forcément, j'ai pas son niveau, j'ai pas son suivi. J'ai plus de mal qu'elle. C'est normal. Mais puis, il est très sensible. Il est très émotif. On l'appelle notre petit humain et très émotif, des bruits, et puis il va pas se contrôler sur le moment, il va avoir peur. Et toutes ses émotions vont sortir. Alors maintenant, il se contrôle, il le fait quasiment plus en reprise, mais il me l'a fait 2, 3 fois un bruit et il va sauter en l'air. Mais une fois qu'il a compris où était le bruit, il se remet dans son travail, il fait bien, tu vois, tu as des chevaux, ils vont avoir peur de quelque chose, ils vont avoir peur tout le temps. Tu vas passer devant pendant 10 ans, ils vont faire un pile demi-tour, ils vont se reculer. Lui, il va encore une fois, parce qu'il est surpris, il va faire un truc de dingue. Mais la fois d'après, il passera comme s'il n'y avait rien. Il a compris, il a dit, OK, je sais ce que c'est, j'ai plus peur, quoi. Mais du coup, des fois, c'est un petit peu compliqué à gérer et on a eu du mal à se mettre ensemble au début, quoi. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner, du coup, par rapport à ton expérience aux gens qui ont des chevaux comme ça, un peu difficiles, un peu sensibles, un peu. Il avait trop d'énergie, c'est ça, en fait? Non, il n'avait pas trop d'énergie. Alors, ça joue, hein, parce un cheval fatigué, blasé, forcément, il bouge moins qu'un cheval qui est en forme, etc., hein. Ça, tout le monde le sait, mais le but, c'est pas de les blaser. Au contraire, Ouais. je pense que le but, c'est de les comprendre. Euh, on a cherché à le comprendre, comprendre ses besoins. Tu vois, il est arrivé dans un nouvel endroit. Il faut savoir qu'il était chez ma coach depuis quasiment toujours. Donc là, il arrive à la maison, il change d'endroit, tout ça, c'est compliqué. Mais on l'a compris. Après, on a eu des petits soucis ensemble, on les a réglés. J'ai fait du travail à pied. J'ai fait du travail monté sur ses émotions, le contrôle de ses émotions. Après, bon, en compétition, il a bonnet anti-bruit, hein. Enfin, bon, il y a des moments, les miracles se font pas non plus. Donc, il a son bonnet anti-bruit, c'est autorisé, c'est juste un tout petit peu plus épais. Ça leur permet vraiment de se canaliser plus, de se concentrer. Il va faire moins attention aux petits bruits qu'il y aura autour de lui. Mais ça va de mieux en mieux parce que, tu vois, par exemple, avant, il avait peur des drapeaux qui claquent. Maintenant, je peux quasiment passer tranquillement devant un drapeau qui claque. Il va réussir à gérer. Je vois qu'il a peur, il se recule, il regarde, il a l'œil qui tourne un petit peu, mais il va pas sortir dans des gestes de dingue. Il va réussir à se contrôler, à faire confiance. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a la confiance de son cheval, c'est compliqué. Il faut avoir des méthodes pour le gérer, mais ça se fait déjà beaucoup mieux que quand il a l'impression qu'il n'y a personne avec lui et qu'il est tout seul à devoir tout gérer. Tu donnerais quoi comme conseil, justement, pour développer cette confiance? Parce que moi, c'est une question, bah, c'est un peu Ouais. plus mon domaine, tu vois, que le sport aujourd'hui. Mais on me demande souvent cette question de, ouais, quel conseil tu pourrais me donner pour avoir plus confiance, une meilleure relation avec mon cheval, de confiance. Et en fait, je leur dis souvent, mais en fait, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de petits trucs, et c'est plus un processus de long terme. C'est quoi, Ouais. toi, ta vision par rapport à ça et ton expérience là-dedans? Je dirais que c'est à peu près la même chose, hein. Il n'y a pas de miracle qui se font. Je pense que jouer avec son cheval au paddock, c'est très important, sans chercher à faire des choses techniques, mais juste partager ce moment avec lui. C'est quelque chose que je fais régulièrement, hein. Ça prend 5 minutes, tu vas dans le paddock, tu joues un petit peu avec, on se court après, on essaye de faire des petites choses. Voilà, c'est pas technique et c'est beaucoup abordable pour tout le monde. Alors, faut attention, hein, tout le monde faut quand même faire attention. Les chevaux, ils peuvent jouer, ils se prennent vite pour un congénère et un postérieur, ça part vite, c'est pas forcément Hmm. volontaire, mais bon, ils ont de la force et un postérieur dans la tête, ça fait pas du bien. Donc, il faut jouer en faisant attention, mais je pense que ça développe la confiance.
Et puis après, à cheval, tout simplement, par rapport à ses réactions, à ses émotions, les chevaux sont vite des éponges. Donc, si tu sais Ouais. qu'il a peur du plot rouge et que toi, tu arrives en disant ah, il va avoir peur du plot, ça marche pas, il faut que tu y ailles. Tu dis bah, non, gars, il n'y a rien. Et tu fais comme si, limite comme si le problème n'existait pas en fait. Bah, pourquoi tu inventes un problème alors qu'il n'y en a pas? On y va, on caresse. Et puis, la session de mâchoire aussi, c'est important pour le contrôle, en tout cas quand on est à cheval. Leur apprendre à réagir à ça. Donc, je mets la jambe, petite session de mâchoire quand je prends le contact du mort. Et le cheval se décontracte, il se relâche, il se dit ah, ok, quand elle demande la session de mâchoire, je peux descendre, je peux me mettre en zone de confiance. Et c'est que tout va bien, tout est ok. Donc, ça marche pas tout de suite, hein. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on peut intégrer ça. Et puis après, bien s'en occuper, faire les soins. Je pense que quand tu nourris ton cheval, que tu brosses ton cheval, que tu vas voir ton cheval au paddock, la relation, elle se fait naturellement au final. Et je pense, et c'est super intéressant ce que tu dis, et je suis vraiment content que tu le partages dans cette interview, parce que toi, bah, là, aujourd'hui, tu es au niveau professionnel, tu vois, on va pas se mentir par rapport aux épreuves que tu fais et tout. Et je pense que c'est un peu de la jalousie de la part des gens, même si je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais on a beaucoup cette image, c'est des professionnels de le cavalier qui, entre guillemets, s'en fout de son cheval, qui est juste là pour la compète et qui cherche pas la relation. Et, hum, et je pense qu'en fait, justement, quand on va dans des épreuves à des niveaux importants, on ne peut pas, je pense, performer si on n'a pas un minimum de relations. Et ça fait plaisir du coup que toi tu nous parles de ça parce que beaucoup de gens en fait pensent que c'est pas le cas à haut niveau parce que à l'époque peut-être ça l'était pas, c'était vraiment beaucoup plus strict et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois peut-être avec les gens avec qui tu es en concurrence ou des gens que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose que les gens ont aussi ou effectivement c'est peut-être un peu plus rare? Ça dépend, hein, parce que quand tu es professionnel et que tu as 10 chevaux à monter, tu Oui, peux pas t'en occuper pareil. Après, tu vas pas t'occuper pareil des chevaux des clients et des tiens. Dans les 10 chevaux, si tu en as deux à toi, tu vas quand même passer plus de temps avec les deux tiens. C'est sûr que ceux des clients, tu vas pas aller jouer avec au paddock et faire hmm, mumus toute la journée. C'est compliqué. Après, je pense que le monde évolue vraiment. On est passé dans une année, surtout dans le dressage, où c'était très, très difficile, très dur, très, les chevaux se boxent H24 et avec des bandes de la tête aux pieds, enfin, protégées, et on les enferme dans du papier bulle, quoi. Je pense que c'est plus le cas. Il y a de plus en plus de dresseurs, même en CSO, qui s'occupent de leurs chevaux, qui comprennent leurs besoins, qui les mettent auprès toute la journée. On a même Charles Dujardin, hein, ces chevaux vivent 24 heures sur 24 auprès, alors pas tous, mais certains, et même certains qui sont au très haut niveau. Je pense qu'il y a vraiment une grande amélioration et de plus en plus, et je trouve que ça évolue de plus en plus vite, on le voit en compétition, les personnes s'occupent vraiment bien de leur cheval euh, et c'est vraiment cool. Et même dans le travail, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent, tout le monde n'est pas parfait. Il y a encore des erreurs, mais je trouve que le haut niveau évolue beaucoup quand même. ok, bah c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Toi, du coup, ils sont chez toi en pâture, c'est ça? En paddock? Ouais, alors j'ai pas de pâture, malheureusement, on n'a qu'un hectare de jardin, ce qui est déjà bien, mais on n'a pas la place d'avoir des grandes pâtures avec de l'air pour les mettre ensemble. Donc ils sont en box le soir et ils passent quasiment toute la journée au paddock avec du foin, toujours du foin à volonté, parce que s'ils n'ont pas d'herbe, ils ont du foin, c'est normal. Hmm. Et voilà, bon, sauf s'il pleut, hein, si c'est la tornade, ils restent au box la journée, malheureusement. Mais ils vont toujours sortir. Il n'y a pas de jour, sauf s'ils ont réellement un gros problème vétérinaire, où ils iront pas dehors, où ils vont pas faire au moins un tour de balade ou autre. Ok. Oui, toi, du coup, est-ce que tu as un projet d'avoir ton cheval ou pour l'instant tu préfères être concentré sur Rivaldi? Vivaldi? Vivaldi, ouais. Vivaldi? Euh, Honnêtement, c'est pas décidé, hein. On n'a pas forcément les moyens d'avoir un cheval aussi bon que Vivaldi actuellement. Mhm. C'est vraiment l'avenir qui nous dira. On a Holbein, qui est déjà à nous. On est déjà très content de l'avoir, même s'il est moins bon. J'espère qu'à terme, en fonction du temps qu'on aura à lui accorder pour la progression, on pourra faire les épreuves U25, c'est celle d'au-dessus. Alors, pas avec des objectifs de championnat d'Europe et de gros points, mais juste pour prendre de l'expérience ensemble et s'amuser. Donc on a déjà lui qui nous appartient, avec qui en plus je saute un peu, j'aimerais bien faire un petit peu de hunter, c'est le cheval de loisir, c'est un petit peu notre poney. Et Vivaldi, après à voir si plus tard on achète un jeune cheval ou si on me reconfie un cheval. Enfin, il n'y a rien qui est décidé, il n'y a rien qui est acté. Pour le moment, on en a deux, ça se trouve dans 2 mois, on en aura trois, ou plus que un. C'est pas, il n'y a rien qui est planifié pour ça. Ok, ok, je vois. Et du coup, donc ouais, tu es vraiment concentré sur celui que tu as en ce moment. Mais Ouais. toi, le futur, tu dois continuer dans le dressage ou peut-être partir sur du complet ou pour peut-être repartir dans le CSO. Est-ce que tu as des idées déjà pensées à ça?
Non, non, je continuerai dans le dressage. C'est vrai que j'ai voulu faire du complet, surtout que, bah, en fait, mon poney à qui j'ai fait du dressage, c'était un poney de complet à la base et un très très bon pour le coup. Il aurait pu faire certainement un championnat d'Europe. Mais ma mère voulait pas, c'est trop dangereux. Le Donc, cross. non, non, je pense que, ouais, le cross. J'ai le droit d'en faire un avant de le rendre à sa propriétaire, parce que du coup, il est retourné chez sa propriétaire. Et on s'est vraiment amusé, mais maintenant que je suis lancée dans le dressage, j'ai appris réellement à apprécier la discipline. Et il n'y en a aucune que j'aime autant que le dressage. Le reste, ça reste du loisir, ça reste à côté. Peut-être si plus tard j'ai plusieurs chevaux de haut niveau en dressage, j'en aurai un pour faire des belles petites épreuves en CSO ou autre. Mais la discipline prioritaire et puis celle où j'ai le plus de connaissances, de toute façon, ce sera toujours le dressage. Ok. Comment t'étais amené au fait à avoir le cheval de ta coach confié comme ça? Elle a eu un accident, tout Ok. simplement. Elle n'a pas pu monter et du coup, elle me l'a confié. Et comme le couple s'est bien fait, qu'on a continué, même si maintenant elle remonte à cheval et qu'elle va bien, elle me l'a laissé. Donc, c'est vraiment super de sa part, quoi. Ok. Lourd. Bah écoute, bah merci beaucoup à toi pour cette interview. C'était vraiment Ouais, avec intéressant de plaisir. voir ton parcours et de voir un petit peu tous tes objectifs et ta manière de voir les choses. Et bah, je te souhaite vraiment bon courage pour la suite. Donc là, tu m'as Merci dit beaucoup, peut-être toi aussi. reprendre en octobre. Ah bah non, tu m'as dit que ça allait être compliqué justement de faire. Non, octobre, je pense pas qu'on ira. Je dis pas qu'on n'ira pas, hein, ça se trouve, finalement, le cheval ira super bien et on ira quand même au championnat de France. Mais c'est vraiment pas un objectif ni une priorité. Donc, ça, c'est le cheval qui dira en fonction de comment on avance, si on y va ou pas. Ok. J'ai vu que tu m'avais expliqué que tu avais des sponsors et tout. Comment ça s'est fait ça? T'as été contacté? Comment ça s'est passé? J'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de dossiers, beaucoup de demandes et j'en Ok. envoie encore. Après, il y en a d'autres, ça s'est fait plus naturellement. On s'est rencontrés, on a parlé et on est rentré en partenariat. Par exemple, Horse Pilote, c'était à la base pour un shooting. C'était la sélectionneuse qui avait des contacts et qui m'a proposé. Et du coup, on est parti en shooting. Et puis, une fois que j'étais avec l'équipe, on a beaucoup parlé. Et ça s'est fait assez naturellement. Ils m'ont bien aimé, je les ai bien aimés. J'aime beaucoup la marque. Et du coup, on a fait un partenariat ensemble. Ça dépend. C'est pas, tout ne se fait pas de la même façon à chaque fois. C'est un avantage du coup d'avoir des sponsors par rapport à ce que tu fais. Ouais, ça, Ouais. ça aide beaucoup. Alors j'ai des sponsors Ecast qui m'aident, qui me donnent ou j'ai des codes promo sur des produits ou mais c'est que des marques de toute manière que j'ai choisies à la base. C'est que c'est souvent des marques à qui j'ai envoyé des dossiers ou à qui Mm. vers qui j'ai décidé d'aller euh, parce que je les utilisais avant et que je les ai toujours aimés. Je me suis dit bah, tiens, ce serait peut-être sympa de faire un partenariat comme ça, je pourrais les représenter et puis moi je pourrais utiliser plus leurs produits que j'apprécie beaucoup. Donc c'est toujours fait comme ça, assez naturellement. J'ai pas de contrat. On pense toujours qu'il y a des contrats. Elle doit Ouais. mettre une story par machin. Non, non, vraiment. Enfin, éventuellement un ou deux où j'ai peut-être un contrat. Et encore, j'ai décidé. Enfin, on en a parlé. Il n'y a aucun truc qui est réellement fixé. C'est juste histoire de dire au cas où, entre guillemets. Mm. Sinon, c'est un lien de confiance où on travaille ensemble et chacun est content de travailler avec l'autre. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ok, super. Bah, merci pour toi. Ça va bientôt se Bah, terminer avec cette plaisir. saga. Donc, bah oui, Ouais. en fait, dis aux gens, pour ceux qui veulent te suivre, voir un petit peu ce que tu fais, comment est-ce qu'ils peuvent faire du coup? Ah, bah, j'ai Instagram à Bertime, pour Louise Bertime, donc juste l'initiale et mon nom de famille. Et puis pareil sur Facebook à Louise Bertime, et j'y suis. Ok. Bah, du coup, je mettrai tous les liens dans la description de toute façon. Et Ça puis, bah, marche. voilà. Bah, super. Bah, merci à toi. Super, bah, merci avec toi, c'était avec plaisir. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, bah, j'espère Merci. que ça se passera bien pour toi, l'école d'ingé et tout. Ouais, on va voir ça. Bah, Ça allez, marche. salut!